Au sommaire, situation des Sénégalais vivant en Tunisie après les propos polémiques du président Kais Saied. Des compatriotes ayant vécu dans ce pays craignent le pire et invitent l'État à envoyer un avion pour les évacuer. Vous entendrez également l'inquiétude de Sénégalais actuellement en Tunisie. À Dakar, l'ambassade de Tunisie sous haute surveillance des forces de l'ordre. Également à la une, lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Le Sénégal reste sur la liste grise du groupe d'action financière, le GAFI. Explication à suivre dans ce journal. Nous parlerons de la tournée économique du président Macky Sall dans la région de Sédhiou, le chef de l'État, très attendu cet après-midi. Nous irons dans la capitale du Pakao. Et puis ce 27 février, journée mondiale des ONG, des centaines d'organisations non gouvernementales opèrent au Sénégal. Nous verrons le bilan de cet engagement et son impact sur la société. À la fin de cette édition, vous avez rendez-vous avec le premier numéro du journal de la 28e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Les Sénégalais vivant en Tunisie sont toujours dans le désarroi. Ils peinent à trouver de la nourriture car ils n'osent plus sortir. Pour le moment, les autorités sont silencieuses. Ce qu'ils ne comprennent pas, ces ressortissants disent ne plus se sentir en sécurité. Mais ce Gueye est un des Sénégalais vivant en Tunisie. Il a été joint tout à l'heure par Salimata Aou. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'évolué. Il n'y a rien d'évolué pour qu'on puisse sortir, vaquer à nos besoins et aller peut-être faire nos petits besoins, acheter, même si on ne peut pas travailler, mais aller acheter dans les boutiques ou quelque chose, les condiments qu'on veut et quelque chose comme ça. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien d'évolué. Il n'y a rien. Et on n'a pas entendu une déclaration officielle de nos autorités consulaires, ni de l'ambassade, ni du consul, ni de tout le personnel de l'ambassade. On n'a rien entendu. Mais néanmoins, il appelle les gens. Parfois les gens les appellent parce qu'ils ont réuni toutes les associations réunies. Ils sont parvenus à rencontrer tous les représentants des Sénégalais, des associations, à partir de Tunis. Tous les daïras, toutes les entités qui sont là-bas et qui représentent les Sénégalais là-bas. Ils ont rencontré ces gens-là, ils ont discuté, ils ont donné la solution la plus facile qu'ils ont donnée, c'est-à-dire qu'il faut se préparer pour rentrer. Peut-être ils vont affréter, le président va affréter un avion ou peut-être quelque chose comme ça. Et ils ont établi une liste à tous les gens qui s'intéressent, qui veulent rentrer, de s'inscrire là-dessus, de s'inscrire. Ils ont donné, il y a un lien, mais je n'ai pas encore reçu le lien parce que j'ai reçu hier le président, le premier adjoint du consul qui se nomme Mouché Kandé. On a discuté hier pratiquement. Il m'a dit que la seule consigne qu'on peut vous donner, c'est de rester chez vous. Donc, on est toujours baragaté dans nos maisons. De Tunis, de Fax, de Gerba, tous les Sénégalais et les autres nationalités, y compris, tout le monde sont barricadés dans leur maison. Après la déclaration polémique du président tunisien relative à l'expulsion des migrants sans papier venus du sud du Sahara, RFM s'est rendu à l'ambassade de Tunisie à Dakar. Tout le périmètre reste quadrillé par les forces de l'ordre. Saïdou Nourouba a été contraint, notre reporter, d'avancer jusqu'à l'ambassade d'Italie pour rencontrer des Sénégalais dont certains ont séjourné en Tunisie. Ils estiment que le chef de l'État doit faire vite pour rapatrier ses ressortissants, faute de quoi ils peuvent se retrouver dans le désert. Leur désarroi dans ce reportage. La déclaration du président tunisien Kais Saied est-elle passée par là? L'ambassade de la Tunisie à Dakar, quadrillée par les forces de sécurité. Notre reportage se fera finalement juste à côté, devant l'ambassade d'Italie. Nous tombons fort heureusement sur un Sénégalais qui a vécu en Tunisie. 97 jusqu'en 2004. Bon, j'étais parti pour jouer au football. Moi, j'ai joué ici à Dakar. J'ai joué comme junior à Port. Janon, ancien joueur, un problème au genou lui fait arrêter sa carrière en Tunisie. Connaissant bien ce pays pour y avoir séjourné pendant quelques années, il demande à l'État de ne pas traîner les pieds. S'il n'affrète pas au plus vite un avion pour ses fils menacés de quitter la Tunisie, ils risqueront de se retrouver en plein désert du Sahara. Non, ceux qui n'ont pas de papier, quand ils attrapaient les gens qui n'avaient pas de papier, qui n'étaient pas en règle, ils les envoyaient dans le désert entre la Libye et la Tunisie. Ce Sénégalais vit en Italie, il a fait souvent escale en Tunisie. Kais Saied, à son lui, était brutal. Il fallait au moins préparer les gens, donner leur le temps d'avoir au moins des papiers et donner leur le temps de se préparer. Pour ceux qui veulent retourner chez eux, peut-être il y a des gens qui ne veulent pas des papiers, ils veulent retourner chez eux. Pour
Franchement, la décision, c'est quelque chose à revoir. D'autres que nous avons rencontrés sur les lieux pensent que le Sénégal doit prendre toutes ses responsabilités dans cette affaire. Il faut rappeler que les propos du président Kais Saied ont été dénoncés par l'Union africaine ainsi que par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, qui annonce qu'une cellule de crise a également été mise en place au sein de l'ambassade du Sénégal à Tunis. Il faut aussi rappeler que de nombreux Tunisiens ont manifesté samedi dans la capitale pour dénoncer le racisme et un discours fasciste à l'égard des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Ils ont demandé au président tunisien de présenter des excuses publiques. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Drogue, immobilier et blanchiment d'argent au Sénégal, notre pays reste dans la zone grise. Le GAFI, le groupe d'action financière, demande au Sénégal de faire mieux pour espérer être retiré de ce mauvais classement. Mohamed Ali Mouba nous explique. Le Sénégal, maintenu dans la zone grise par le groupe d'action financière internationale GAFI pour déficience stratégique dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon le GAFI, le délai imparti à notre pays a expiré et les objectifs et autres engagements pris en 2021 n'ont pas été respectés. Le Sénégal a renforcé son cadre juridique et institutionnel avec la création du Centre de lutte contre la corruption et la criminalité financière. Et à plusieurs reprises, le président de la République Macky Sall a instruit le Premier ministre d'apporter la diligence nécessaire pour se conformer aux normes édictées par ce groupe. Mais après 3 ans de travail, pas de quoi contenter le GAFI, le GIABA, son représentant en Afrique de l'Ouest. Le risque est toujours là. Dans l'ensemble, l'élève n'a pas suffisamment travaillé pour sortir de l'ornière. Selon l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent, l'un des principaux facteurs dans le pays est le trafic de drogue, une économie illégale qui génère près de 200 milliards de francs CFA par an. Les trafiquants de drogue utilisent diverses opérations pour blanchir leur argent, l'immobilier et la construction étant les secteurs privilégiés. La flexibilité de l'immobilier qui permet de dissimuler l'origine des fonds de l'investissement et l'identité du propriétaire rend le secteur attractif pour quiconque souhaite faire passer à des fonds illicites dans l'économie légitime. Un coup dur donc pour l'image de notre pays qui cherche à sortir de cette liste grise qui compte 25 pays sur un total de 200 juridictions. Il côtoie l'Albanie, la RDC, le Burkina, le Mali, le Sud-Soudan, l'Ouganda ou encore le Cambodge. Le Sénégal donc se classe actuellement au 8e rang mondial pour les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Mohamed Ali Mouba, il est 12h08 dans le Pakao. Le chef de l'État Macky Sall entame ce lundi une visite de 5 jours à Sédhiou. Il devrait fouler le sol de l'aérodrome de Sefa aux environs de 17h. Pour l'occasion, la région a fait peau neuve et les populations sont très enthousiastes à l'idée de recevoir le président de la République. Retrouvons l'un de nos reporters sur place, Lamine Bar. Après 2015, le chef de l'État entame un deuxième séjour dans la région de Sédhiou. À la différence de 2015 où le président n'avait présidé qu'un conseil des ministres délocalisé, cette fois-ci, il est joint dans l'agenda du chef de l'État un conseil présidentiel sur le développement de la région de Sédhiou. Le cadre va permettre de passer en revue l'ensemble des problèmes de développement de la région en dépit des gros efforts déployés pour désenclaver la région à l'issue du dernier conseil des ministres que la région a abrité. Sur le terrain, Sédhiou a déployé les gros moyens pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Les rues et grandes artères de la ville ont été nettoyées et entièrement repeintes. La capitale du Pakao, centre de la République pour toute la semaine, est débordée par les sollicitations des délégations venues de partout. Un tour de la ville ce matin nous a permis de remarquer de longues files au niveau des stations-service, les grandes surfaces et banques de la place. Les réceptifs hôteliers ont aussi fait le plein depuis une semaine et le surplus de monde est obligé de se référer vers Ziguinchor ou Kolda pour trouver un logement. Les citoyens rencontrés dans les rues de Sédhiou et qui viennent de partout sont enthousiastes à l'idée de recevoir le chef de l'État. Beaucoup arguent que c'est une opportunité pour faire bouger l'économie de la région le temps du séjour présidentiel. Sur le plan de la sécurité, les forces de défense et de sécurité sont positionnées dans les grandes artères et aux grandes intersections, dispositif doublé de patrouilles régulières pour assurer la sécurité dans la capitale du Pakao. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futur Média. Venons-en maintenant au président de l'Assemblée nationale, le docteur Amadou Mame Diop, qui dénonce les violences notées surtout dans l'espace politique. Il se dit prêt à exécuter toutes les directives du chef de l'État tout en renouvelant la confiance des militants du département de Dagana à l'endroit du président de la République, accompagné par Diène Farbassar dans le cadre du lancement de la vente des cartes, Mamadou Diagne.
Des militants déchaînés venant un peu partout dans le département de Dagana, scandant tous le nom de leur leader, le tout dans une salle qui semblait trop petite pour les contenir. Occasion saisie par le président de l'Assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop, de renouveler la confiance des militants du département de Dagana à l'endroit du président de la République. Il fustige par ailleurs la violence dans le landerneau politique. Nous renouvelons notre confiance au président de la République Macky Sall. Nous sommes, resterons et demeurons toujours à ses côtés. Nous n'allons pas faire comme l'opposition car nous sommes des militants disciplinés et nous condamnons les violences notées dans la politique. Venu superviser le lancement de la vente des cartes dans le département de Dagana, Diène Farbassar appelle au respect des institutions de la République. Les institutions de la République ne doivent pas être attaquées. Les institutions sont sacrées. Surveillez-les. L'Assemblée est une institution sacrée. La primature, les soldats, ce sont des miroirs. Une cérémonie qui a vu une forte mobilisation de l'homme d'affaires Cheikh Tidiane Cissé. Qui, avec ses militants, n'ont pas caché leur soutien au président de la République. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Un mot sur le procès des 31 personnes arrêtées le 16 février dernier dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu sur le cortège de Ousmane Sonko à son retour du tribunal après l'ouverture de son procès contre Mame Mbaye Niang. À midi, l'audience n'était toujours pas ouverte, mais l'affaire, semblerait-il, aurait été retenue et devrait être jugée aujourd'hui. Et puis notez qu'après un 5e retour de parquet, Gaussou Sonko et Lamine Niang, qui avaient été également arrêtés le 16 février dernier dans le convoi d'Ousmane Sonko, ont rendez-vous aujourd'hui avec le juge d'instruction du 4e cabinet du tribunal hors classe de Dakar, finalement saisi par le procureur de la République. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Allons à Kaolack où c'est l'indignation chez l'intersyndicale des travailleurs municipaux privés d'accès à leur lieu de travail. Ils ont manifesté leur colère face aux agissements du maire Serigne Mboup depuis qu'il est à la tête de la municipalité. Les travailleurs interpellent les autorités étatiques. Fatou Mbow. La situation des travailleurs municipaux de Kaolack devient de plus en plus inquiétante. Au sein de l'institution, ces derniers sont interdits d'accéder à leur bureau, chose qu'ils jugent inacceptable et dénoncent par la même occasion les agissements répété du maire Serigne Mboup, Cheikh Tidiane Seck, responsable syndical. À notre grande surprise, arrivés à la mairie, tous les travailleurs, ils ont trouvé toutes les portes fermées, barricadées, avec des nervis, empêcher les travailleurs d'y accéder. Ça, c'est extrêmement grave. Le maire n'aime pas s'asseoir autour d'une table. C'est-à-dire, c'est un dictateur. Toujours, il veut imposer aux travailleurs en instaurant la peur, frayeur, menace, intimidation. Problème de gestion au niveau de la municipalité et autres au cœur des débats. Ces travailleurs réclament un audit de la mairie. Il y a une existence d'une caisse parallèle au niveau de la commune pour le paiement des permis d'occuper et d'humiliation, ce qui est anormal. Il y a également le versement des recettes du marché central aux poissons de Kaolack à la chambre de commerce. Il y a également le versement des droits de stationnement de l'ancienne gare routière de Nioro à la chambre de commerce. Le plus grave, le maire a octroyé cœur de ville 50 millions pour l'organisation de la FICA. L'État doit prendre ses responsabilités. Ainsi, les autorités concernées sont interpellées. Les travailleurs menacent de passer à la vitesse supérieure. Cheikh Tidiane Seck. On a interpellé à qui de droit. En tant que responsable, pour éviter ça, nous privilégions d'abord de rencontrer le préfet. On lui présente la situation. Et à partir de ce moment, on va prendre une nouvelle décision. À la municipalité de Kaolack, un dialogue de sourds règne entre travailleurs et le maire Serigne Mboup. Ces agents sont plus que jamais déterminés à faire face pour obtenir gain de cause et travailler dans la paix. Fatou Mbow, Kaolack, Radio Futur Média. Je vous le disais dans les titres, ce 27 février est célébrée la journée mondiale des ONG. Des centaines d'organisations non gouvernementales sont présentes au Sénégal selon les derniers recensements qui remontent à plus de 10 ans. Pour ce qui est de l'impact réel sur les politiques publiques, les ONG interviennent dans différents domaines et créent des milliers d'emplois directs. D'autres chiffres avec vous, Koumba Sandiane Faye.
Au Sénégal, les organisations non gouvernementales sont estimées à plus de 589. Dr Malik Diop est coordonnateur de la plateforme des acteurs non étatiques au Sénégal. Les derniers recensements qui a été fait remontent à pratiquement 589 ONG, à plus de 10 000 associations. Selon Cheikh Touré, membre de ENDA Graf Sahel, ces ONG interviennent dans différents domaines. Tout le monde n'intervient pas dans le même secteur. Par exemple, il y a des ONG qui interviennent dans les droits humains. Par exemple, l'ONG 3D qui interviennent dans l'environnement comme Eve ou Vie. Nous, au niveau de ENDA, nous intervenons dans le domaine de l'agroalimentaire, nous intervenons dans la santé, dans l'éducation et la formation. Nous intervenons dans... En cette année 2023, une étude révèle que le volume de financement de 136 ONG est de 194 milliards de francs CFA et 600 milliards de francs CFA entre 2016 et 2022. Des financements de sources diverses. Malik Diop. Un échantillonnage de 136 ONG qui ont été recensés. Donc, on a un volume de financement en 2022 de l'ordre de 194 milliards qui ont été mobilisés et investis en 2000 dans les plans d'investissement de 2022. Et qu'ici, on fait une analyse entre 2016 et 2022. Donc, le financement de cet échantillonnage de 132 ONG. Plus de 5 000 emplois directs sont générés. Les interventions de ces organisations sont en lien direct avec les politiques publiques de l'État, renseigne l'acteur. Et sur ces 5 000, pratiquement 6 000 emplois, les 3 000 sont relèvent de structures internationales, 300 au niveau national, et 2500 qui sont nationaux et internationaux. Et ça, on ne comptabilise pas tout ce qui est fait au niveau des associations, l'engagement communautaire, l'engagement citoyen. Ces ONG contribuent certes au développement des États, sauf que les recommandations issues de leurs activités ne sont pas appliquées pour la plupart du temps par ceux qui gouvernent ces États. Illustration de l'intervention des acteurs non étatiques dont les ONG font partie. À Diourbel, par exemple, la Caritas Thiès vole au secours des structures de santé pour mieux faire face au taux de malnutrition galopant. Un important lot de matériel médical a été offert au département de Bambey et de Diourbel. Babacar Diouf. Compte tenu du taux de malnutrition aiguë chez les enfants dans la région de Diourbel, Caritas Thiès a décidé d'apporter un soutien considérable en matériel médical aux structures de santé de la région. C'est d'abord à Ngoï dans le département de Bambey. Ousmane Diouf, président du comité de développement sanitaire de Ngoï. Construit pour l'accouchement, pour un coin de nouveau-né, pour la consultation, pour les pèse-bébés, les pèse-personnes aussi. Il y a aussi pour la malnutrition des plats et des pots aussi. L'organisation caritative a ensuite fait cap sur le centre de santé de Diourbel. Docteur Pape Mbaye Wade, médecin-chef du centre de santé. C'est du matériel dont on a besoin dans notre plan quotidien. C'est du matériel qui est venu aussi à la bonne heure, voilà, qui vient à point nommé. Une œuvre caritative en début de carême chrétien. Le curé de la paroisse salue le geste et invite les communautés à en faire bon usage. Ce matériel médical, nous n'avons aucun doute que vous en ferez un bon usage pour le plus grand bien des patients, notamment des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants. Caritas Thiès a mobilisé plus de 20 millions de francs pour soulager les populations des départements de Bambey et Diourbel. Bambey, RFM Babacar Diouf. Ramadan, hygiène de vie et maladies non transmissibles, c'est le thème de la conférence publique organisée par l'ONG Action de Solidarité Islamique AESI pour mieux sensibiliser les populations sur l'impact du jeûne du mois de Ramadan sur leur santé. Les membres de l'AESI ont jugé nécessaire de parler de ce sujet maintenant avec des spécialistes en médecine. Le professeur Issa Won, membre de cette association, au micro d'Awambay. Cette rencontre, elle est pertinente d'abord parce qu'elle se tient avant le Ramadan, alors que les gens ont l'habitude d'organiser des conférences pendant le Ramadan. Donc cette conférence a certainement une portée préventive. Et vous avez vu qu'aujourd'hui on a discuté de la question des maladies non transmissibles et du Ramadan. Quand on parle de maladies non transmissibles, on pense évidemment aux maladies cardiovasculaires, au diabète, aux maladies respiratoires chroniques, au cancer, etc. Et vous avez vu que donc on a eu des contributions de scientifiques de très haut niveau.
et que ces contributions étaient elles-mêmes de très bonne facture et que la conclusion, c'est que le jeûne est certes une obligation pour ceux qui peuvent jeûner, mais en aucune façon le jeûne ne peut être une obligation pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Ceci étant dit, les conséquences positives du ramadan sur l'organisme humain ont d'abord été soulignées par les professionnels de santé. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala annonce dans le Coran, il vaut mieux jeûner. Ça a été confirmé par les différents spécialistes qui étaient là, aussi bien au plan du cardiologue, du point de vue du cardiologue, nutritionniste, diabétologue, etc. Le jeûne peut être une bonne chose. En règle générale, c'est une bonne chose si on observe les recommandations dont on a parlé aujourd'hui. Et qu'en aucun cas, il ne faille jeûner s'il y a une contre-indication au jeûne. Une note nécrologique avant de clore la première partie de cette édition. Le monde de la culture en deuil. Ismaël Touré du groupe Touré Kunda n'est plus. Il est décédé ce matin en France, bien sûr. Nous reviendrons largement sur cette information dans nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Nigeria, on est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de samedi dernier. La commission électorale a repris le décompte ce matin. Le vote a dû être prolongé jusqu'à hier dimanche dans quelques régions du pays. Anna Rocha. L'opposant Atiku Abubakar et l'outsider Peter Obi, ainsi que le représentant de l'APC du président sortant Muhammadu Buhari, Bola Tinubu, sont en tête pour le moment de la présidentielle tenue samedi dernier. Ce sont les premiers résultats du scrutin alors que les retards notés dans le décompte des voix avaient commencé à susciter des inquiétudes, mais aussi des accusations de tentatives de fraude. Hier dimanche, le candidat du PDP, Atiku Abubakar, appelé la Commission électorale nationale indépendante, INEC, à rester neutre et à publier les résultats au plus vite, accusant certains gouverneurs d'essayer de compromettre le processus électoral. L'ancien vice-président nigérien brigue la présidence pour la 6e fois. De son côté, le parti travailliste de Peter Obi a accusé la même commission de refuser de faire remonter les résultats dans l'État de Lagos, l'État qui compte le plus grand nombre d'électeurs inscrits dans le pays, à savoir 7 millions. Dans un communiqué, l'INEC a reconnu des problèmes techniques liés à l'utilisation pour la première fois dans une élection nationale de nouvelles technologies de collecte des résultats, mais elle assure que ces résultats sont en sécurité et ne peuvent pas être falsifiés. Plusieurs morts dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'Italie. Plus de 40, dont un bébé de quelques mois. Leur embarcation s'est fracassée, Nafissa Toussila. Au moins 43 migrants ont péri lorsque leur embarcation s'est fracassée ce dimanche sur des récifs rocheux au large du sud de l'Italie. Leurs corps ont été retrouvés le long du rivage et parmi les victimes, on compte un bébé de juste quelques mois. Le naufrage a été signalé par les gardes-côtes italiens. 80 survivants ont été récupérés et certains ont pu atteindre les côtes italiennes après le naufrage. Un hélicoptère et des bateaux à moteur ont été déployés pour les recherches, y compris des navires des pompiers de l'État, de la police, des frontières et des gardes-côtes. Selon le Premier ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, les migrants étaient entassés dans un bateau de 20 mètres de long et les conditions météorologiques n'étaient pas favorables. Elle a aussi exprimé sa profonde tristesse pour les nombreuses vies humaines arrachées par les trafiquants d'êtres humains. Toujours selon la dirigeante de l'extrême droite, dans le communiqué de son cabinet, c'est inhumain d'échanger des vies contre le prix d'un billet payé par eux dans la fausse perspective d'un voyage sûr. Giorgia Meloni promet d'utiliser son pouvoir pour faire pression sur les départs organisés par les passeurs clandestins et sur les autres dirigeants de l'Union européenne pour aider l'Italie. Pour l'heure, aucune information n'est donnée sur les nationalités des migrants, morts ou vivants. En plus bref, en République démocratique du Congo, la mission de maintien de la paix de l'ONU a suspendu ses vols dans la province du Nord Kivu. Décision prise à la suite d'une attaque contre son hélicoptère vendredi dernier en Éthiopie. 3 personnes sont mortes et 8 autres blessées dans le crash d'un hélicoptère de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine. L'accident s'est produit samedi dans la région du Bas-Chabel. Selon la mission de transition de l'UA en Somalie, l'hélicoptère qui transportait 11 passagers, dont des soldats de
de l'armée somalienne participer à des exercices d'entraînement pour l'évacuation de blessés. La Turquie, pour terminer, des immeubles se sont effondrés ce matin dans la province de Malatya, dans le sud-est du pays, après une nouvelle réplique du séisme. C'est ce qu'a indiqué l'agence publique de gestion des catastrophes sans faire état de victimes. Le maire de la ville de Yeşilyurt, située à proximité de l'épicentre, lui, fait état sur une chaîne de télévision d'opérations en cours pour rechercher d'éventuelles victimes. Malatya a déjà été affectée par le séisme du 6 février dernier, séisme qui a fait plus de 44 000 morts dans le sud et le sud-est de la Turquie, selon le dernier bilan officiel. Le sort qui semble s'acharner sur la Turquie. Merci Georges Détché-Diop, il est 12h26. RFM Sport. L'heure du journal des sports présenté par vous. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Basketball pour commencer, le Sénégal n'y arrive plus. Tant chez les hommes que chez les femmes, nos équipes nationales du Sénégal n'arrivent plus à briller sur le continent, encore moins sur l'international. Comment expliquer ces échecs à répétition? Quelles solutions préconiser pour voir enfin ces équipes nationales triompher? Réponse dans ce dossier de Soledjan. L'élimination du Sénégal pour le prochain mondial met en doute la politique mise en place par la Fédération sénégalaise de basketball. Mais le patron de la balle orange rassure, Maître Babacar Ndiaye. Il ne faut pas tout nier, tout remettre en cause. C'est une équipe qui a le niveau africain. Maintenant, la fenêtre aussi, on l'a joué avec quand même des difficultés liées à l'absence de Gorgui Sidien et d'Ibrahim Parfait blessé. Je pense que c'est de la frustration. C'est un sentiment d'injustice, c'est un sentiment, bon, mais c'est le règlement qui a été décidé par la FIBA, nous pouvons que nous en plier. Je pense que c'est les règlements même qu'il faut remettre en cause, parce qu'on ne peut pas nous subir les conséquences du comportement du Mali. On a tout fait aujourd'hui pour nous qualifier, même si on avait battu la Tunisie, on serait éliminé également parce qu'on allait nous enlever 77 points de plus. Les textes de la FIBA sont à revoir, estime l'ancien international et capitaine du Sénégal. Raymond Carvalho estime que la préparation est très importante pour une compétition majeure. Pour un jour libre, il faut 10 jours, y compris les 2 jours de vol et être en regroupement. Bon, il y a des textes qui n'arrivent pas le Sénégal. Ouais, franchement, tout le monde est d'accord là-dessus. Avec les jeunes, se préparer pour 4 ans, on va essayer de voir ce que ça donne. Ouais. Et les joueurs qui sont dispo. La politique de reconstruction des équipes nationales est toujours de rigueur, souligne le journaliste spécialisé en basketball, Abdou Seye. Si vous voyez, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été utilisés par coach de Sagana. Ils avaient décidé depuis 2021 de rajeunir nos équipes nationales pour une reconstruction d'ici l'Afrobasket 2025. Certaines nations qui sont en train d'émerger actuellement sont passées par ce processus. Après plusieurs échecs, le Sénégal cherche toujours son chemin pour reconquérir l'Afrique. L'actuelle équipe fédérale mise sur un nouveau plan de relance pour mettre nos équipes nationales au devant de la scène africaine. Lutte avec frappe, l'arène va vers un week-end de feu. Ce sera ce dimanche 5 mars à l'arène nationale. Cette affiche, Sa Thiès Reug Reug, fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de tension lors du dernier face-à-face. Une ambiance qui promet un combat exceptionnel de notre niveau au regard du talent noté chez les deux protagonistes. Abou Ndour, administrateur général du site lesarènestv.com, analyse ce combat monté par Gaston Production. La bagarre qu'il y a eu avant-hier lors du face-à-face entre Sa Thiès et Reug Reug n'est que l'avant-goût de ce à quoi on peut s'attendre pour le combat du dimanche 5 mars. C'est un combat qui oppose deux lutteurs qui ont exactement le même nombre de combats. 14 victoires, 16 combats, 14 victoires et 2 défaites pour Sa Thiès, 14 victoires et 2 sans verdict pour Reug Reug. Sa Thiès voudra battre Reug Reug pour sécher les larmes de Balla Gaye 2 qui n'arrive toujours pas à digérer donc sa défaite face à Boy Niang 2, on l'a dit. Sa Thiès voudra battre Reug Reug pour avoir un pied dans la cour des grands. Sa Thiès voudra battre
pour arrêter l'hémorragie donc à Guédiawaye. On l'a dit et redit, Reug Reug a déjà fait 4 à 5 victimes à Guédiawaye. Mais enfin, Sa Thiès voudra battre Reug Reug pour être le premier lutteur à signer sa défaite. Donc ça, c'est déjà du côté de Sa Thiès. Du côté de Reug Reug, on l'a dit et redit, il a fait ses preuves dans les Mbapat. Il a fait ce que personne d'autre n'a encore réalisé au Mbapat. Il est en train de faire ses preuves dans les MMA. Il a rencontré des caïds en lutte sans frappe, mais garde toujours son invincibilité. Il est considéré par beaucoup d'observateurs comme étant un potentiel roi des arènes. Donc, il considère que ce n'est pas Sa Thiès qui va le freiner. Donc, il considère être beaucoup plus puissant et fort que Sa Thiès. D'ailleurs, il lui a dit qu'en 10 combats, il le battrait autant de fois. Donc, c'est un combat auquel on peut s'attendre à tout. Le football pour finir avec la CAN U20 qui se déroule actuellement en Égypte. L'équipe nationale du Sénégal, source de satisfaction pour l'ancien joueur de l'équipe nationale en 2002. Moussa Ndiaye estime que les joueurs ont réalisé et appliqué avec perfection les consignes données par le staff technique. Il les incite à poursuivre sur cette lancée pour ramener le trophée au Sénégal. Moussa Ndiaye que RFM a joint ce matin. L'équipe nationale U20 est en train de faire un excellent travail. Je loue vraiment le travail abattu par Malik Daf et son staff. L'équipe a réalisé un très bon parcours lors du premier tour. 3 matchs, 3 victoires. Cela nous pousse à espérer qu'ils feront mieux pour le deuxième tour. On prie pour eux qu'ils continuent d'être combatifs, de respecter les consignes et de jouer au plus haut niveau. Inch'Allah, à ce rythme-là, avec cette motivation-là, la coupe viendra avec eux au Sénégal. Voilà Souleymane, c'est la fin de cette page de sport. Merci Malal. Soumari.com vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une présidentielle 2024, les déclarations de candidature se multiplient pour succéder à Macky Sall. Les masques tombent au titre Sud Quotidien. Dessins avoués soupir Busby, le journal Idrissa Seck Déthié Fall et même le journaliste Mahmoud Ibra Kane, tous se lancent à corps perdu à un an pile de la présidentielle. Déthié Fall affirme: je suis prêt pour occuper le fauteuil. Mahmoud Ibra Kane, avec son nouveau mouvement dénommé Demain c'est maintenant, prend date et dit ne se fixer aucune limite. Idrissa Seck de dire pour sa part la station présidentielle m'attend. Que comprendre justement à propos de cette dernière sortie de Ngorsi? Selon l'AS, Idi est dans le clair-obscur toujours. Sans s'assumer clairement, Idrissa continue de croire en son étoile, constate le journal Les Échos. Wolf Quotidien par le jeu de Yo-Yo Didi d'Idrissa Seck qui trace sa voix dans Benno Bokk Yakaar. Rewmi Quotidien en conclut que la majorité se retrouve avec 2 candidats potentiels. Sur sa pointe, une présidentielle 2024 dans tous ces états. Du côté de Yewwi Askan Wi, la multiplicité des candidatures pourrait être un couteau à double tranchant. Gare donc au syndrome Benno Siggil Sénégal en 2012, averti enquête, mais Mamadou Lamine Dianté de Yewwi Askan Wi dédramatise. Il est préférable selon lui d'avoir plusieurs candidatures au sein de l'opposition. L'observateur s'intéresse lui à la stratégie politique d'Ousmane Sonko pour arriver au pouvoir. Sonko, l'art du camouflage, décryptage d'une stratégie savamment élaborée, c'est devenu presque un jeu d'enfant pour lui. À chaque fois qu'il est embêté par une affaire, le leader de PASTEF manœuvre pour s'en sortir grâce à ce qu'on appelle en communication politique des contre-feux. En communication politique, on tente toujours de dominer l'opinion et c'est ce que Ousmane Sonko fait croire savoir Dr Chon Diatta, mais la stratégie a des limites. En détournant l'opinion, on peut gagner un instant, mais ce n'est jamais définitif. Abdoulaye Wade est de retour au Sénégal après quelques jours passés au bord de la Seine en France. Wade accompagné de Viviane a foulé à nouveau le sol de Dakar. L'observateur nous dit que le pape du Sopi va quitter bientôt ses appartements assis sur la corniche ouest pour retrouver sa vieille demeure du point E retapée entièrement. Ce retour de l'ancien président du Sénégal coïncide avec l'annonce officielle de la présidentielle fixée, vous le savez, le 25 février 2024. Et le Parti démocratique sénégalais n'a pas encore
officiellement donné le nom de son candidat. Karim, pressenti pour diriger le parti, attend toujours la concrétisation de la promesse du président de lui faire retrouver ses droits civiques et politiques en même temps, bien sûr, que Khalifa Sall. Le journal rappelle qu'Abdoulaye Wade avait quitté Dakar pour Paris le 7 février dernier avant de s'envoler pour la ville lumière. Il avait mobilisé les militants du PDS en lançant la vente des cartes de membres de ce parti. Macky Sall dans le Pakao pour une semaine, séjour qui débute aujourd'hui et Sédhiou l'attend au tournant. Relève le quotidien, il va retrouver un paquet de chantiers inachevés. Ça va être un accueil sur fond de doléances. Croit savoir Besbi le jour. Le soleil croit lui dur comme fer que Sédhiou a songé. Le journal en veut pour preuve les réalisations. Le cœur de ville entièrement rénové, les belles routes, l'éclairage performant ou encore l'hôpital flambant neuf. La vie de nos compatriotes vivant en Tunisie depuis la fameuse déclaration au relent raciste de Kais Saied, le président tunisien. Le journal L'Obs a ouvert ses colonnes à des Sénégalais qui racontent l'enfer là-bas. Ils n'osent plus sortir de peur d'être violentés ou simplement tués. Sport pour boucler, Sadio Mané de retour en Bundesliga, éloigné des terrains de jeu depuis 3 mois à cause d'une blessure au péroné. Le Nyankyo de Bambali a joué hier contre l'Union de Berlin et pour un retour, la chance a souri à son équipe, le Bayern, qui a étrié l'Union de Berlin 3-0. Le journal Record nous dit que Sadio a joué au moins 28 minutes. Oui, 28 minutes pour repartir. Le Sénégalais est entré en jeu à la 65e minute pour la première fois depuis 3 mois et demi en raison d'une blessure. Bonne nuit à tous. Soumari.com vous a offert votre revue de presse. À 12h36, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. À la rédaction en chef El Hadj Ndiogoudjen, chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Abdoulaye Diop, digital Yassine Pouy, à la production Alioune Ba, Ibrahim Mandour. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogoudjen pour le grand journal en Wolof. À suivre Allô Président, mais avant cela, le premier numéro du journal de la 28e édition du FESPACO avec nos envoyés spéciales Salimata Ousmane Diallo et Fama Dione à la présentation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du journal consacré à la 28e édition du FESPACO, le festival de cinéma africain qui se déroule ici à Ouagadougou. Après la cérémonie officielle d'ouverture de ce grand festival, hier s'est tenue la traditionnelle cérémonie de libation. Une occasion de rendre hommage aux cinéastes disparus au village du FESPACO. Un buste à l'effigie de Ousmane Sembène est dressé. Le réalisateur sénégalais, considéré comme l'un des pères du FESPACO, Salamata Ousmane Diallo. Une procession en direction du siège du FESPACO pour procéder à l'inauguration du buste de Sembène Ousmane, l'écrivain, réalisateur et cinéaste sénégalais, considéré comme l'aîné des anciens à qui le FESPACO doit beaucoup. Dr Massamba Gaye, conseiller culturel du président de la République. Je pense que Sembène Ousmane a fait du Burkina son pays de cœur. Qu'on le célèbre ici en présence de l'ensemble des enfants d'Afrique est un symbole très fort. C'est aussi une grandeur de voir que le FESPACO comprenne l'enjeu et tienne encore le flambeau de la reconnaissance. Avant le dévoilement du buste de Sembène Ousmane, la Fédération panafricaine des cinéastes a procédé à la cérémonie de libation. 2 tours de marche, signe de respect et de considération à l'endroit des cinéastes disparus. Les ancêtres et les morts sont honorés avec une calebasse d'eau versée en leur mémoire. Cher Omar Sissoko, président de la FEPACI. Chers collègues disparus, vous nous avez quittés certes, mais vos images, vos écrits resteront des empreintes forts témoins de votre passage sur cette terre et aussi du combat mené pour la renaissance africaine. Pour cette année, une statue du premier étalon d'or Yenenga du FESPACO 1972, Oumarou Ganda de Niger, a été dévoilée. Il vient rejoindre la colonne des cinéastes. Aïcha Maki, réalisatrice et productrice nigériane, exprime sa satisfaction. C'est un sentiment de fierté qui m'anime. Donc comme vous avez constaté, il était absent. Enfin, on va devoir venir en fait à la place des artistes, la tête haute désormais. Parce qu'avant, on venait pour raser les murs parce qu'on avait honte qu'il n'y ait pas le premier étalon qui a hissé vraiment le drapeau du Niger haut. La cérémonie de libation dédiée aux cinéastes est animée par une parade de chevaux accompagnée par des fanfares. Après la cérémonie de libation, débutent les séances de projection de films en compétition. 2 films sénégalais sont dans la catégorie perspective. D'abord, Dent pour Dent de Otisba. À la fin de la projection, le réalisateur et l'actrice principale Ndeye Oumimbaye alias Mami Mbaye se sont confiés à nous
Nous les écoutons. Avec mes larmes, vous avez compris que j'ai ressenti beaucoup de fierté. Beaucoup, parce que c'était un travail qui a été fait durement, mais dans un espace assez court. Le délai était très court, mais on l'a fait. Alors, le film est dans la catégorie perspective. On voit une dame qui est là, qui soutient son mari, qui est sans emploi. Est-ce une manière pour vous de dire que le rôle de la femme, c'est souvent de soutenir son mari quand il est dans des situations pareilles? Mais parfaitement, parce que moi, j'ai l'habitude de dire qu'un couple, c'est une team. Donc, c'est vraiment se soutenir mutuellement, être là l'un pour l'autre dans les bons, mais surtout dans les moments difficiles. Et je me dis, c'est là qu'on connaît vraiment son partenaire. C'est un film qui est devenu régional. À la base, c'est un film vraiment qui était ancré dans la société sénégalaise. Mais quand on regarde et qu'on découvre vraiment le fond, il est plus régional, presque même africain. Et ça, ce qui m'intéressait, c'est un petit peu de toucher tout ce qui nous concerne, les problèmes qu'on a tous les jours, et sans en faire quelque chose de méprisant ou sinon on est là à se plaindre. Non, pas du tout. On peut parler de nos problèmes nous-mêmes. Et je trouve que de manière légère, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, amener les gens à rire, mais aussi amener les gens, les toucher avec une émotion. Il y avait beaucoup de comédie aussi. Oui, et je trouve que pour moi c'est ça, c'est ce que j'adore au cinéma, c'est de rire et de même pleurer à un moment. Et je trouve que sortir de là avec ça, pour moi c'est vraiment les deux émotions que je trouve magnifiques, rire et pleurer. À la même heure, l'autre film sénégalais en compétition dans la catégorie perspective était projeté, Le Mouton de Sada. Le long métrage du réalisateur sénégalais Pape Bounama Lopi a été projeté à la salle Neroya de Ouagadougou. Un film plein d'émotions qui relate une relation d'amour entre un humain et un animal. Pape Bounama Lopi, le réalisateur, qu'on écoute. Ce film, c'est une réflexion sur moi-même, mon sentiment, ma sensibilité par rapport à ma société. J'ai eu une sensibilité envers les animaux que j'ai découvert quand j'avais 17 ans, que j'ignorais parfaitement, mais quand on m'a mis dans une situation que je devrais égorger un animal, c'est là où j'ai débordé d'émotions, de larmes et tout. Et c'est là où que ça a commencé, cette façon de se poser la question, pourquoi moi je suis sensible alors que les autres pas. Et ce questionnement ne m'a plus quitté. Tes sentiments, tes ressentis par rapport à une chose, par rapport à une situation. Tu vois, c'est un film d'amour, de famille, de questionnement qui est membre de la famille, qui ne l'est pas. À l'instant, Pape Bounama Lopi, interrogé par Salamata Ousmane Diallo, notait cet après-midi la suite des projections avec notamment la première mondiale du film Dokhande, Les chasseurs des rêves de Ali Beta, qui est dans la catégorie long métrage documentaire. À noter également le démarrage des activités au sein du stand du Sénégal ici au FESPACO. Et c'est tout pour ce premier numéro du journal consacré